Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que traducteur rime aussi avec entrepreneur, avec Gaëlle Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir ma collègue et cofondatrice de Tradupreneur, Gaëlle Gagné. Bonjour Gaëlle. Bonjour Aurane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, ça va plutôt bien, je suis en télétravail depuis le sud de la France et c'est plutôt agréable. Ah mais c'est super tout ça. Pour ce podcast, aujourd'hui, je vais poser un certain nombre de questions à Gaëlle pour en savoir plus sur son parcours. Donc on va commencer dès maintenant. Alors première question, j'aimerais tout d'abord savoir comment tu es devenue traductrice, si c'était un intérêt particulier pour les langues, ou plutôt une vocation, ou encore une réorientation. Alors moi je fais partie des traducteurs qui se sont réorientés en fait. Au départ j'ai fait des études de commerce international qui m'ont amenée au Canada. Où je suis restée, je me suis installée et j'ai travaillé pour un centre d'information pour les petites et moyennes entreprises de ma province et du coup donc dans l'Ouest canadien en anglais. Et comme le centre était financé par le gouvernement fédéral canadien, il fallait que toute notre information soit disponible en français. Donc comme j'étais l'employée française, forcément je pouvais faire des traductions. Donc ça partait mal au départ en fait, parce que je me suis retrouvée dans la situation de beaucoup de personnes bilingues de faire de la traduction. Alors là où ils ont eu un petit peu de chance, c'est que j'avais fait des études littéraires et j'étais plutôt à l'aise à l'écrit, donc finalement je produisais des traductions qui étaient pas trop mal, mais voilà, dans le cadre de mon activité, j'ai commencé comme ça. Et en 2004, j'ai quitté le Canada pour m'installer en Belgique avec mon mari. Et à ce moment-là, mon employeur m'a demandé si je pouvais continuer en tant qu'indépendante à travailler pour eux, à traduire. Notamment, on avait un bulletin d'information mensuel, on avait tous les guides d'information pour les petites et moyennes entreprises. Donc de m'installer à mon compte et de continuer pour eux. Donc ça tombait très bien parce que je venais d'accoucher de mon premier enfant et du coup j'étais chercher une activité qui me permette de concilier vie de famille et activité professionnelle. Donc j'ai créé une entreprise en Belgique, je suis devenue traductrice pour cet employeur et puis petit à petit ça s'est développé. Mes connaissances, je me suis formée et puis j'ai cherché d'autres clients quoi. Et justement, est-ce que tu as suivi, après 2004, ton installation en Belgique, est-ce que tu as suivi des études de traduction ? Effectivement, ouais, j'ai cherché, je suis une passionnée de formation, donc j'ai cherché à me former parce que moi je le faisais à l'instinct, je le faisais sur le tas, mais c'est vrai que j'avais envie de savoir comment faire. Donc j'ai fait d'abord une formation à distance avec l'université de Toronto qui propose une formation à distance en traduction de l'anglais vers le français. Donc, comme naturellement je venais du Canada, voilà, j'ai commencé avec eux, c'était très intéressant. Et puis finalement, en 2014, alors que j'exerçais déjà depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de faire une validation des acquis de l'expérience pour demander une entrée à l'ESIT. J'ai été acceptée et donc j'ai suivi le master de l'ESIT et j'ai obtenu mon diplôme en 2014. Donc c'était un master sur 1 an, du coup ?
Non, pardon, j'étais de 2012 à 2014 à l'ESIT. Donc j'ai fait les 2 ans. La VAE m'a permis de valider certains cours, mais en fait c'était assez basique, hein, l'ESIT, et avec un juste titre d'ailleurs, est très fière de son diplôme. Donc du coup, même en VAE, finalement, j'ai dû faire l'essentiel de la formation. On m'a dispensé du stage en entreprise et de quelques cours sur les institutions européennes, des choses comme ça. Mais globalement, j'ai fait l'ensemble des cours en traduction, le mémoire, etc., du master. Et justement, est-ce que tu te rappelles les différents types de cours que tu as pu suivre pendant ces 2 ans de formation? Alors il y avait des cours de traduction, donc il a fallu que je réactive une langue C, parce qu'en fait donc moi je traduisais de l'anglais vers le français, j'étais bien plus à l'aise en anglais, et pour les besoins des ITS, pour les besoins de la formation, il a fallu que je me remette à l'espagnol. Donc on faisait de la traduction économique et financière, de la traduction dans le domaine juridique, généraliste aussi, et technique. Dans les 2 sens en fait. On traduisait de notre langue A vers notre langue B et de notre langue B vers notre langue A et uniquement C vers A. Et puis on avait des cours annexes sur la traductologie, on avait des cours sur les institutions européennes, sur la création d'activités, on avait des conférences, voilà, pour parfaire nos connaissances. Mais le gros de la formation, c'était vraiment de la traduction et de la relecture, quoi. D'accord. Et donc j'imagine que pendant ces 2 ans de formation, c'était très intense pour toi. Est-ce que tu as réussi alors comment tu as réussi à mener de front ta vie de famille et justement de reprendre des études? Est-ce que tu as réussi aussi à continuer ton activité de traductrice qui était déjà bien installée pendant ces 2 ans? Effectivement, c'était un peu rock'n'roll, surtout que la formation universitaire, mais en fait, on n'est vraiment pas maître de son emploi du temps, quoi. Donc j'avais des cours, des fois j'avais 1 heure le matin et puis plus rien jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'était assez loin de chez moi, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Étudiante mature aussi, je suis revenue sur les bancs de la fac, voilà, avec mes 2 enfants, qu'est-ce que je faisais garder en attendant. Mais j'étais pas la seule, on était plusieurs de mon âge de faire une reconversion professionnelle justement. Mais c'est vrai que c'était un petit peu rock'n'roll. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu mon activité, mais uniquement pour des clients réguliers pour qui je travaillais. J'ai vraiment levé le pied, je prospectais pas du tout et je faisais vraiment au niveau chiffre d'affaires pendant 2 ans, c'était un peu minimum pour pouvoir me consacrer pleinement à la formation. Mais voilà, entre les devoirs à rendre, les traductions que je faisais pour mon activité, la vie de famille, les trajets, enfin ouais, c'était 2 ans bien intenses. Et puis le mémoire aussi qui demande beaucoup de temps. Mais en tout cas, je regrette pas du tout parce qu'en fait, ça a été hyper formateur, ça m'a beaucoup appris. C'est vrai que quand on est traducteur indépendant, on a rarement, enfin, c'est difficile d'avoir un retour sur son travail, même si on est relu. Enfin, faut un petit peu quémander pour avoir les commentaires des relecteurs. On ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et du coup, le fait d'avoir voilà le retour des profs, les notes, de voir ce que faisaient les autres aussi, parce que c'est très collégial, on travaille en équipe, on se relie les uns les autres, et de voir les solutions que trouvaient les autres. Enfin, moi, ça m'a vraiment conforté, enfin, ça a vraiment professionnalisé aussi beaucoup ma pratique, quoi. Donc c'était vraiment, je regrette absolument pas. Et justement, est-ce que t'as remarqué une augmentation de la qualité de tes traductions produites suite à ces 2 ans de formation? Comment t'as vécu ça? Parce que t'avais quand même traduit pendant de nombreuses années avant. Oui, je pense que j'ai amélioré. C'est vrai qu'il y avait des choses que je faisais un petit peu instinctivement et que bah du coup j'ai en explorant la pratique de la traduction, j'ai améliorer certainement ma maîtrise dans la relecture aussi, parce que je faisais peu de relecture pour d'autres. Et là, le fait d'être en formation, bah forcément, on est amené à se poser plus de questions, et quand on évalue les autres, forcément, d'autant plus. Donc c'est vrai que ça, enfin, je pense que ça m'a beaucoup, et ça m'a aussi amené à traduire des textes que je traduisais pas dans ma pratique professionnelle, découvrir des spécialités, d'autres intérêts dans le secteur de la traduction. Donc non, ça a été vraiment enrichissant. Notamment tout ce qui était juridique, je faisais
très peu de traduction dans le domaine juridique. Donc c'est intéressant d'avoir ces informations. On nous donne des sources d'informations, on nous donne des techniques. Enfin, ça a été vraiment voilà, précieux. Super. Et donc après, j'imagine que tu as décidé de te spécialiser en juridique. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, en fait, je suis restée sur ce que je faisais beaucoup avant, c'était de la traduction marketing et commerciale. Du fait de mon parcours professionnel avant, en fait, j'avais fait des études de commerce international, j'avais travaillé auprès d'entreprises, principalement des exportateurs, parce que je dirigeais l'activité du centre d'information qui était consacré à l'exportation. Donc voilà, j'avais l'esprit tourné vraiment commerce et marketing. Donc du coup, j'ai gardé et j'ai approfondi cette spécialité qui me passionne et que c'est ce que je fais le mieux. Par contre, je me suis rendu compte en formation qu'il y avait des trucs que je faisais vraiment pas bien. Enfin, la traduction technique dans les domaines, ouais, ça vraiment, je suis pas bonne du tout. Et c'est vrai que la formation m'a montré aussi voilà, ce que je fais bien, ce que je fais moins bien, ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'ai découvert que je le faisais assez naturellement, mais j'ai tendance à reformuler beaucoup, à m'éloigner de la source et dans la traduction marketing et commerciale, c'est primordial. L'idée, c'est de faire passer un message. Et moi, plus je suis contrainte par la source, moins j'aime en fait. J'aime bien jouer avec le texte et reformuler, et refaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'a confortée dans mon choix, on va dire. Ah bah super. Et donc, actuellement, dans les services que tu proposes, donc tu proposes des services de traduction marketing et commercial, j'imagine aussi de relecture. Est-ce que tu proposes d'autres services aussi ? Donc oui, je fais de la relecture, de la révision et de la transcréation. Donc ça, petit à petit, j'ai été amenée à faire ça pour des clients et vraiment, c'est très intéressant. Donc la transcréation, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est l'adaptation créative d'un texte publicitaire en général, mais qui est destiné à produire... à susciter une émotion, à donner envie, à faire rêver, à envie d'acheter, de vendre, de s'évader, en fait, etc. Donc là, on ne peut pas faire de la traduction classique. On est souvent amené à recréer en fait le contenu complètement pour produire le même effet dans notre marché. Donc voilà, ça s'adapte généralement parfaitement au contenu publicitaire, puisque du coup on peut se retrouver avec un slogan totalement différent mais qui suscite la même émotion chez le public ciblé. Très bien. Tu viens de parler que tu faisais de la relecture et de la révision. Quelle différence justement tu fais entre ces deux termes ? Alors relecture, pour moi c'est vraiment ça c'est ce que je fais le plus pour notamment des clients, des agences, etc. Je relis le travail d'autres traducteurs pour m'assurer qu'il n'y a pas de coquilles, d'oubli, de glissement de sens, de choses comme ça. Donc là je compare la source, la cible et je suis vraiment au plus près du texte pour m'assurer pour être la deuxième paire d'yeux sur un texte et s'assurer que tout est prêt à publier. Dans la révision, pour moi, enfin dans ma définition, parce que je sais que ces termes sont assez flous et qu'en fait dans le secteur on mélange un peu tout, mais pour moi la révision c'est vraiment améliorer le style, hein, et l'expression. Donc là, je peux travailler directement à partir d'un texte qui a été rédigé ou traduit en français, et là je retravaille vraiment l'expression écrite pour que ce soit plus fluide, plus clair. Donc ça, je peux le faire pour des locuteurs natifs francophones ou pour mes clients qui ont fait faire par exemple ou qui ont produit un texte même en français mais veulent être sûrs que c'est bien fluide quoi. D'accord. Et justement dans ton parcours, tu disais que finalement tu as commencé à traduire quand tu étais employée. Mais est-ce que tu te souviens du premier client que tu as pu avoir en tant qu'indépendante ? Justement, c'était mon employeur. Du coup, c'est vrai que c'était assez confortable parce que contrairement à beaucoup de traducteurs, j'ai pas dû faire une prospection intensive. Voilà, j'avais ce premier client qui était mon point d'appui. Donc c'est vrai que c'était confortable. Je connaissais déjà le style, je connaissais les supports, j'étais hyper bien. Donc j'ai commencé et même en fait à partir de là, mes premiers clients ont été des clients directs. J'ai peu travaillé pour les agences au début. Et ça a été justement par bouche à oreille ? Ouais, voilà, bouche à oreille. J'ai eu beaucoup de mes contacts au Canada qui savaient que j'étais traductrice et du coup qui m'ont envoyé du travail. Donc au début, je travaillais énormément pour des clients canadiens.
Et puis des amis d'amis. Enfin voilà, ça a beaucoup été le réseau. Des traducteurs aussi, parce qu'en fait assez rapidement j'ai créé un blog sur la création et la gestion d'entreprise. Je pense qu'on en reparlera. Et du coup j'avais des traducteurs qui me contactaient aussi pour les aider sur des projets ou pour sous-traiter une partie de leur activité. Donc finalement au début et même maintenant j'ai peu travaillé pour des agences de traduction en fait. D'accord. Et donc tu travailles toujours pour des clients canadiens? Quelques-uns, ouais. C'est pas les plus nombreux maintenant. C'est vrai que j'en ai en Angleterre, aux États-Unis, mais j'ai encore quelques clients canadiens, ouais. Et donc niveau du lexique, tu es obligé d'adapter justement pour le marché canadien certains termes, certaines formulations. Ouais, voilà, c'est ça. Alors du coup, maintenant, par contre, je me sens plus très légitime à traduire en français canadien. C'est vrai qu'au début, je maîtrisais parfaitement, j'étais dans le sujet, etc. Bon, moi, je suis mariée à un Canadien, toute ma belle famille est francophone, donc c'est vrai que je maîtrisais bien le français canadien, mais maintenant, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis revenue en Europe, je me suis éloignée quand même de ce Canadien-là. Et c'est vrai que quand c'est du français international ou voilà, c'est pour le marché français ou où on n'est pas vraiment pour le marché québécois, je peux traduire. Par contre, je me sens plus légitime à traduire pour le marché québécois et je refuse ce type de mission. Donc j'ai des collègues à qui je peux refiler le contrat. Voilà. Ok. Autre sujet, est-ce que tu te souviens de ta pire galère langagière avec des clients? Est-ce que tu as une petite histoire croustillante à nous raconter? Ouais, bah en fait justement, quand j'ai commencé, j'ai décroché mes premiers contrats avec des agences. Je me suis lancée dans le joyeux monde de la TAO. Et à l'époque, donc Trados, Donc juste TAO, traduction assistée par assisté par ordinateur. ordinateur, voilà. Donc j'ai utilisé Trados. Donc je sais pas, la première fois, ça devait être 2009, 2010. Et à l'époque, je sais pas ceux qui s'en souviennent, mais c'était cauchemardesque. C'était des menus, des trucs horribles. Et donc, j'avais une deadline, il fallait que je rende un document, je m'en sortais pas. C'est un logiciel qui était très difficile à prendre en main. Et ouais, j'ai dû ravaler ma fierté, appeler le chef de projet en disant comment je fais, je sais pas. Enfin, je me sentais vraiment nouille, quoi, parce que je savais pas du tout l'utiliser. Et donc ouais, ça a vraiment galère, à tel point même que j'ai fini par laisser tomber Trados, de tout jeter à la poubelle, dire ok, je déteste. J'ai testé MemoQ et je l'ai trouvé tellement plus ergonomique. Depuis, ils ont vachement amélioré Trados et s'est rapproché de MemoQ, je pense, au niveau de l'interface, etc. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus ergonomique. Mais à l'époque, horrible, horrible. Bon. Mais tu avais quand même réussi à livrer le projet dans les temps. Ouais. Non, ça a toujours été, c'est ma fierté. J'ai jamais dû passer un délai. Enfin, j'ai toujours livré dans les temps. Mais ouais, là où j'ai dû ravaler ma fierté, c'est demander de l'aide parce que je savais pas faire en fait. Et du coup, admettre que je maîtrisais pas bien l'outil. Bon, je pense qu'à l'époque, on était nombreux à être un peu dans ce cas-là. Maintenant, c'est devenu vraiment essentiel et on est formé au master, etc. Mais c'est vrai que là, je me suis sentie un peu nouille, mais j'y arrivais pas. Alors, ce qui est bien aussi maintenant, je trouve, c'est qu'il y a des gros forums. Enfin, dès qu'on va sur Internet, on trouve des solutions. Ouais. Mais c'était très conçu pour les agences, en fait. C'est pas vraiment pour les indeps. Et du coup, nous, voilà, on se perdait dans des menus sans fin. C'était, oh oui. Et ça plantait, ça crachait, on perdait tout son truc. Au secours. Oh. Bah ça crache encore un peu, mais peut-être moins qu'avant. Ouais, heureusement. C'est ça. Et maintenant, donc, tu utilises toujours MemoQ ou aussi SDL Trado Studio? J'ai les deux. J'utilise MemoQ. En fait, mon logiciel chouchou, c'est MemoQ quand même, je préfère. Mais c'est vrai que j'ai eu une version de Trados. J'ai réinvesti dans Trados quelques années plus tard et finalement, bah, c'est vrai que c'est le plus employé, c'est le plus utilisé. Il y a plein de choses que même quand on échange avec une agence, eux-mêmes utilisent Trados, ils sont plus à l'aise si on leur parle de ce qu'on voit à l'écran. Donc bon, j'utilise les deux, mais je dois dire que si j'ai le choix, je préfère MemoQ. Puis j'ai des clients en fait où j'ai mes mémoires de traduction sont sur MemoQ, donc voilà, permettre d'utiliser pour eux. D'accord. Et donc du coup, donc toi tu t'es pas lancé direct dans l'aventure du freelancing, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer ou avant de commencer justement cette aventure en traduction?
je pense que ouais, la première chose que parce qu'en fait j'ai quand même fait le switch du mentalité d'employé à l'indépendance, et en fait je pense que ouais, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de dire oui à tout. C'est vrai qu'au début on se sent on dit oui quoi. Et c'est vrai que ce que j'ai appris sur le tas, et puis ce qui m'a été confirmé après pendant la formation, c'est que forcément un traducteur a ses forces, ses faiblesses, des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait moins bien, et il vaut mieux refuser un projet qu'on va bâcler, ou qui va nous prendre un temps fou, plutôt que de dire oui. Donc je me sentais un peu comme un employé qui doit accepter toutes les tâches que lui donne son employeur, et du coup j'avais tendance à dire oui et à me retrouver à traduire des trucs improbables où je me perdais dans des recherches enfin. Donc voilà, maintenant je dirais que je dis souvent non. Je préfère accepter des choses dans lesquelles je me sens bien plutôt que de me retrouver dans des situations délicates ou de travailler à perte parce que ça me prend trop de temps quoi. Oui, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à avoir fait cette erreur au début, à vouloir avoir du travail et puis à travailler beaucoup, à accepter des missions périlleuses. On n'est pas forcément à l'aise, ou on doit travailler beaucoup et puis au final pas forcément être très content de soi parfois sur la qualité rendue. Ouais. Donc et puis c'est comme ça qu'on apprend, comme tu dis, on apprend à dire non. Je sais que moi aussi maintenant je dis souvent non quand j'ai mon planning qui est plein pour la journée, je vais pas m'en rajouter plus, alors qu'avant j'aurais pu avoir plutôt cette tendance. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il faut se connaître soi-même, savoir ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, dans quelles conditions on travaille correctement aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance que quand on sent la petite voix désespérée du client ou du chef de projet au téléphone, vraiment c'est pas possible pour demain, on se sent bah oui, on a envie de les aider, c'est normal, mais en même temps si vous êtes crevé ou débordé, vous allez pas faire du bon boulot quoi, donc ça vaut pas le coup. C'est ça, et puis je pense qu'il faut se respecter, et puis il faut savoir de quoi on est capable. En fait, si on accepte, on rend pas forcément service au final, comme tu dis, parce que la qualité sera pas au rendez-vous. Et puis nous, niveau santé, après, ça peut avoir des répercussions après, plus à moyen long terme, mais ce qui fait qu'on sera obligé de s'arrêter, on pas être en bonne forme, pas assez d'énergie. Donc ouais, c'est vraiment une histoire, en tout cas pour moi, je trouve, d'équilibre à trouver. Exactement, tout à fait. L'expérience, c'est le métier qui rentre. Mais bon, pour déstresser les gens qui nous écoutent, on a tous notre histoire où voilà, on a accepté une mission, on se retrouve à traduire des trucs, une terminologie technique horrible qu'on retrouve pas, on trouve aucune source. C'est ça, et je pense que ça nous arrivera toujours, et on aura toujours quelques projets dans l'année qui seront de cet acabit. Ouais, ou un truc qu'on doit booker le week-end ou le soir parce que, oh là là, j'ai donné un temps trop court. Ouais, bon, ça arrive de moins en moins avec l'expérience, mais malheureusement, ça arrive encore de temps en temps. C'est ça. Et donc maintenant, j'aimerais bien qu'on parle justement de Tradupreneur, de la plateforme qu'on a cofondée ensemble. Est-ce que tu peux expliquer justement un peu sa naissance? Sa genèse. Exactement. En fait, je suis arrivée en France, parce que donc après la Belgique, on a déménagé en France, et que j'ai eu un petit peu plus de temps pour développer mon activité, j'ai commencé à rédiger un blog sur la création et la gestion d'une entreprise de traduction. Et ça, c'était quand exactement? C'était 2012 à peu près. Ouais, 2012. Okay. Donc, du coup, en fait, j'avais fait moi-même toutes les démarches pour créer mon activité en France. Donc c'est un peu ça qui m'a donné l'idée, parce que j'ai découvert, c'était au tout début du régime de l'auto-entrepreneur. Donc il y avait tous ces trucs qui étaient très spécifiques à la France. Et puis je pense que j'avais toujours ma petite casquette de conseillère de PME. J'adorais faire ça en fait. J'ai toujours aimé accompagner les créateurs d'entreprises, et du coup envie d'écrire mes textes à moi, et puis un sujet, et en fait en discutant avec des collègues, je me suis rendu compte que la plupart pataugeaient complètement avec ces questions-là d'entrepreneuriat. Et du coup, le blog que j'écrivais au départ pour moi, pour m'exprimer, pour me faire plaisir, en fait assez vite a rencontré son public. J'ai eu beaucoup de retours positifs, les infos étaient partagées, et des gens qui me disaient on trouve pas en fait, on n'a pas cette info disponible. Tout à fait. Pour faire juste une petite parenthèse, tu vois, quand je me suis lancée il y a 3 ans
en indépendante en 2018. Justement, j'ai essayé de trouver un maximum d'infos, et l'une des premières sources qu'on m'a recommandées et aussi que je trouvais sur internet, c'était notamment ton blog. Donc merci beaucoup. Merci. Donc ouais, c'était nécessaire. Il y avait rien. Enfin moi, quand j'ai commencé comme toi, je crois, j'avais acheté le livre de Corinne McKay qui est en anglais sur How to Become a Freelance Translator, et ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est de l'information pour le marché américain au départ. Donc c'est vrai qu'il y avait un besoin, voilà. Donc l'idée du blog est née comme ça. Le blog s'est développé. Le problème, c'est qu'il a un peu vampirisé mon site de traductrice, mon site professionnel, site vitrine. Du coup, on me trouvait uniquement pour l'information aux traducteurs, plus pour ma. Donc j'ai eu envie de séparer les deux. Donc ça a un peu mûri, je m'étais dit voilà, je vais créer 2 sites web, un site vitrine et un site pour les traducteurs sur la question de l'entrepreneuriat. Et donc j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit je vais l'appeler Tradupreneur, traducteur et entrepreneur. Et en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur toi. Eh oui. Et donc voilà, Oran avait créé des groupes sur Instagram, sur Facebook, qu'elle avait appelé le coin des tradupreneurs. Et donc du coup, je me suis dit, c'est vrai, c'est bête de multiplier les initiatives. On pourrait faire un truc ensemble pour partager de l'info et réunir les traducteurs sur ce thème de l'entrepreneuriat qui est Enfin, pour moi, c'est une évidence parce que quand on est indépendant, on a son cœur de métier. Donc pour nous, c'est la traduction, les métiers des langues. Mais ce qui est indispensable pour garder cette liberté, cette autonomie qu'on apprécie tant dans le fait d'être indépendant, c'est d'investir la sphère entrepreneuriale et de développer ses compétences dans ce domaine-là. Donc voilà, comment est né Tradupreneur, c'est vraiment une mission. Quand on dit c'est une plateforme pour faire des traducteurs, des entrepreneurs épanouis, c'est vraiment ça. C'est vraiment que vous découvriez et que vous appréciez cette partie-là de votre activité qui est la gestion d'entreprise, quoi. C'est ça, parce que on peut vraiment s'épanouir dans tout ce qui est même gestion administrative quand on comprend bien ses chiffres, quand on suit bien son activité, tout ce qui est développement marketing aussi, ça peut être fun, hein. Et c'est ça en fait aussi, ce côté-là qu'on a envie de montrer, le côté positif de la traduction entrepreneuriale. C'est ça. Et en fait, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas apprécier le fait d'être traducteur si on n'est pas un bon entrepreneur, parce que forcément, on se retrouve à accepter tout et n'importe quoi, à n'importe quel tarif. Finalement, quand on fait le bilan du mois, on se rend compte qu'on a travaillé pour des clopinettes, et du coup c'est décourageant. Je vois malheureusement beaucoup de traducteurs qui sont de super professionnels mais qui se découragent et qui quittent le métier parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Et vraiment pour moi c'est vraiment indispensable de leur donner les outils, de leur donner les clés en main pour pouvoir vraiment prendre leur pied vraiment en tant que traducteur, quoi, vraiment en profiter et monter en compétences, montrer aussi au monde que la traduction c'est une valeur ajoutée, parce que malheureusement c'est un métier qui est mal connu, qui est pas souvent valorisé. Voilà, on imagine, on est un peu des robots ou des dictionnaires ambulants, il suffit d'entrer un mot dans un sens, ça sort dans l'autre, et c'est vrai que le développement du marché avec l'automatisation de la traduction, des choses comme ça, nous donne un peu cette image un peu inhumaine, robotisée de notre métier. Et pour moi, voilà, pour revaloriser ce métier, ça passe aussi par le fait que les professionnels eux-mêmes soient fiers de leur travail et sachent démontrer la valeur de ce qu'ils apportent aux clients. Voilà. Donc c'est notre mission, c'est la mission de Tradupreneur. C'est notre mission. Et donc juste pour faire une présentation très courte et brève, donc sur le site Tradupreneur, on peut trouver justement une partie blog, donc qui recense aussi tous les précédents articles que tu avais publiés sur ton blog initial qu'on a migré. Et puis là, on l'alimente au fur et à mesure de plusieurs articles par mois. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur Tradupreneur sur la plateforme ? J'ai aussi développé des formations pour les traducteurs par l'intermédiaire du centre de formation Edven.
Donc j'ai 3 formations que je propose et du coup il y a les liens sur le site de Tradupreneur pour les découvrir et s'inscrire. Donc il y a une formation assez complète de 8 semaines sur la création d'entreprise. Il y a une formation pour les traducteurs expérimentés uniquement sur le marketing, hein, comment promouvoir et vendre ses services de traduction. Et une formation plus pratique sur la gestion de l'entreprise pour vraiment apprendre à déjà avoir tous les documents nécessaires, maîtriser ses obligations, enfin connaître ses obligations et les remplir, et puis se fixer des objectifs, utiliser des indicateurs de performance, enfin ce que tu disais tout à l'heure, hein, vraiment d'avoir les yeux sur sur les chiffres et de se fixer des objectifs, c'est hyper important. Toujours pareil, prendre des bonnes décisions au bon moment, c'est vraiment ça aussi la gestion d'entreprise. Donc il y a une formation spécifique là-dessus. Donc il y a toute cette partie-là, et puis je propose un service de conseil, donc là plus ponctuellement si vous avez besoin de réponses à des questions ou d'un accompagnement plus personnalisé, il y a un service aussi de conseil. Donc je reviens à mes premières amours de conseil aux PME, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et ça s'est révélé à l'époque au Canada quand je voyais des entrepreneurs dans plein de domaines d'activité, et encore maintenant où je me suis vraiment concentrée sur la traduction. C'est vraiment essentiel d'investir cette dimension entrepreneuriale pour réussir, quoi. Il y a pas d'entreprise qui réussit si le dirigeant s'investit pas un minimum dans la vente, dans la gestion, quoi. C'est sûr. Donc là, tu boucles la boucle. Voilà, c'est mon conseil. ikigai. C'est ça, mais c'est super. Et donc, est-ce que tu as des projets spécifiques à Tradupreneur ou à ton activité de traductrice indépendante pour l'avenir que tu voudrais nous partager ? Plein. Pour mon activité de traduction, en fait, j'aimerais de plus en plus m'orienter vers la création de contenu. J'aime beaucoup écrire et du coup, c'est sympa, je trouve. Enfin, j'aime la dimension créative. Donc, pour l'instant, c'est de la transcréation, mais c'est vrai que pourquoi pas éventuellement faire de la rédaction aussi. Ça me plaît beaucoup. Je l'ai fait pour des clients et c'est vrai que j'aimerais développer ça. Et puis pour Tradupreneur, on a 1001 idées pour vous. On vous dévoilera au fur et à mesure. Ouais, voilà, faire plein de choses. J'aimerais aussi, ça c'est un de mes grands projets pour l'année prochaine, j'aimerais devenir coach certifié, parce que je me rends compte que le conseil a ses limites. Enfin, le conseil va répondre à des demandes très spécifiques, à des questions pratiques, mais il y a toute une dimension psychologique dans l'accompagnement aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de traducteurs qui se sentent pas légitimes, qui ont un petit syndrome de l'imposteur, qui ont peur d'aller vers le client, qui ont du mal à assumer leur prix, etc. Et c'est vrai que j'aimerais apprendre les méthodes, les outils pour pouvoir les aider à dépasser ça, à prendre confiance en eux et à se sentir pleinement dirigeants et partenaires de leurs clients, quoi. Ça, c'est un super projet. Et si tu devais recommander une ressource et ou un outil, un peu ton outil chouchou, ta ressource chouchou que tu voudrais partager? Moi, je suis fan inconditionnel d'Antidote. J'adore Antidote. J'adore. Donc, c'est un correcteur orthographique, mais pas que. Il y a des dictionnaires. J'utilise pour tout. Le correcteur a aussi des notations sur le style. Donc, peut vous aider avec l'écriture inclusive. Peut vous aider à améliorer vraiment votre expression. Donc moi c'est mon outil chouchou. En plus c'est mes 2 langues de travail, ils fonctionnent de l'anglais en anglais et en français. Donc super investissement Antidote. Écoute, je crois qu'on est 2. Faudra que je trouve une autre ressource. Voilà. Et donc pour en revenir un peu sur les clichés en traduction, parce qu'on sait qu'on en a plein et en tant que traducteur on en connaît plein. Si tu avais le pouvoir justement d'en supprimer un cliché concernant les métiers de la traduction, ce serait lequel? Moi, je trouve c'est cette incompréhension de ce qu'on fait en fait. Moi, j'entends souvent, mais même il y a des fois des traducteurs débutants, s'ils viennent pas d'un master de traduction,
qui pensent que il suffit d'être bilingue en fait pour être traducteur. Et pas du tout. Enfin moi je passe mon temps à dire le premier talent d'un traducteur c'est l'écriture dans sa langue. C'est vraiment on est des auteurs quoi. Enfin on écrit. Donc c'est le style, l'expression, la fluidité. Et non, c'est pas à la portée du premier bilingue venu ou d'une personne qui a fait 2 mois de stage en Allemagne de faire de la traduction parce que le résultat sera pas bon. Donc voilà, si je pouvais supprimer cette incompréhension de la traduction. Aussi, on nous dit toujours bah oui, mais tu traduis combien de langues ? Enfin, forcément, on doit être multilangue dans tous les sens et polyglotte à gogo. Ouais, voilà, en fait on nous voit un peu comme des robots linguistes quoi. Et non, ça c'est pas du tout ça. Ou des génies. On est des artistes, des créatifs. Voilà. C'est ça. Bah écoute, moi je suis plutôt d'accord à supprimer ce cliché. Hein. Il y en a d'autres. On va demander au petit génie de la lampe s'il est d'accord. Et pour les traducteurs eux-mêmes aussi je suis nul en chiffres, je sais pas me vendre, enfin voilà tous ces petits boulets qu'on traîne sur justement la casquette de chef d'entreprise. Ça aussi c'est pas difficile, on peut devenir des bons dirigeants d'entreprise, c'est pas compliqué quoi. Donc ça aussi, si je pouvais supprimer un cliché que les traducteurs ont d'eux-mêmes, je suis nul en chiffres et je sais pas gérer les entreprises, je sais pas. Non, c'est à la portée de tous. Ça marche. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment ? C'est quoi ton livre de chevet ? Je te montre. C'est Dancing on Ropes. C'est un roman ? C'est un essai par Anna Hanslayan et c'est une traductrice en fait. C'est hyper sympa parce que c'est des anecdotes sur comment les traducteurs sont intervenus à des moments charnières de l'histoire. Alors en bien ou en mal, hein, il y a des grosses erreurs qui ont coûté cher et puis il y a au contraire des fois où ils ont sauvé les meubles, principalement dans le domaine de la diplomatie. C'est hyper sympa. J'ai lu un article dans The Economist sur ce bouquin, du coup je l'ai acheté au début de l'été là et c'est vraiment sympa. Et justement, ça aide à faire connaître le métier c'est traducteurs et interprètes hein, pour tous les professionnels des langues et à quel point c'est crucial pour rassembler les gens, aplanir les malentendus, mieux communiquer à travers les cultures. C'est hyper valorisant pour nos métiers, je trouve. Ah bah super, bah écoute, ça va rejoindre ma liste de lecture qui est déjà une liste à rallonge. Je vais le rajouter. Il faudra qu'on mette la référence Dancing on Ropes. Oui, mais d'ailleurs, toutes les ressources et sites qu'on a mentionnés dans cet épisode, vous les retrouverez dans les notes de l'épisode, bien sûr. Ça, il y aura pas de souci. Et donc, on arrive à notre dernière question du podcast, qui sera justement notre question conclusive pour cette saison. Tiens-toi bien. Si tu devais donner un seul conseil, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale ? Super question. Je me dirais, trouve ta raison d'être. Tu vas me détester encore parce que je vais te piquer ton ikigai, mais c'est vrai que c'est tellement vrai. Trouver cette conjonction entre ce qu'on aime faire, son parcours, sa passion, ce qui nous anime, ce qui fait vibrer, comme je vous dis moi, vraiment pour moi c'est de faire des traducteurs de meilleurs entrepreneurs et que vraiment ils prennent leur pied en tant qu'entrepreneurs. Finalement, quand on trouve ça, c'est tout le reste suit quoi. Parce que on est heureux de se lever le matin, on investit dans sa formation, dans son développement personnel, on fait les bons choix, on adopte la bonne stratégie, on met en avant sa valeur. Enfin, je trouve que ça résout beaucoup de problèmes. Donc trouve ta raison d'être, trouve ce que tu fais bien et ce que t'es faite pour faire quoi, vraiment. Et c'est une magnifique conclusion. Écoute, merci beaucoup Gaëlle, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et puis mine de rien, même si je te connais de plus en plus, j'ai appris un certain nombre de choses, donc je pense que nos auditeurs et auditrices vont apprendre beaucoup de choses et ont appris beaucoup de choses dans ce podcast. Et écoute, je te souhaite une très bonne journée ou soirée où que tu te trouves. Merci. Et puis on se dit à tout bientôt et puis à tout bientôt à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao.
épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaëlle, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même, ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter mensuelle pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand merci. Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenu de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous partager vos idées. À tout bientôt!